Bien, bonjour à tous. Donc, de ce WebEx fait en langue française après la langue anglaise a pour objectif pour le Centre mondial des premiers secours de partager avec vous la particularité de la pratique dans le domaine des premiers secours en présence d'une pandémie ou d'une épidémie, et évidemment en ce moment celle de la Covid-19. Donc, nous allons nous intéresser à cela. Je vous remercie effectivement de couper vos micros, de poser les questions via le chat et également, eh bien, à la fin de cette présentation, le cas échéant, eh bien, de nous faire part de vos questions directement en levant la main et ce sera un plaisir que nous partagerons avec vous afin d'échanger également sur votre expérience. Tout d'abord, eh bien, Diane, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Peut-être que vous ne connaissez pas tous les missions du Centre mondial de référence des premiers secours. Donc, il est important de vous faire part de notre action. L'objectif du centre est d'harmoniser les premiers secours et de favoriser le partage des connaissances, de promouvoir l'approche basée sur la preuve et la recherche afin de délivrer des formations de qualité, de rédiger des plaidoyers en faveur des premiers secours, de soutenir par une évaluation et un appui technique les programmes en faveur de la résilience adaptés aux besoins des communautés, de coordonner et d'animer le réseau mondial des premiers secours, de développer des ressources et ainsi de réaliser des économies d'échelle. En termes d'expertise, nous travaillons ou avons travaillé sur plusieurs sujets tels que les premiers secours avec les enfants, premiers secours et personnes âgées, premiers secours et sécurité routière, ainsi que des curriculums internationaux de formation de formateurs de formateurs. Toutes ces ressources peuvent être trouvées sur le site du Centre mondial de référence des premiers secours. Nous allons commencer à parler de l'aspect grand public, puisque vous verrez qu'il y a aussi les volontaires qui seront abordés dans cette présentation. Diapositive suivante. Alors, la grosse question en ce moment, c'est puis-je toujours effectuer des gestes de premier secours? Évidemment, il faut une continuité dans la fourniture et la promotion des premiers secours. Il est très important de se laver les mains avant et après, de penser à la distanciation sociale autant que possible, penser à utiliser des équipements de protection individuelle et bien sûr, mettez l'accent sur la prévention et votre protection. Que puis-je faire si je n'ai pas d'eau potable? Alors, deux solutions, la solution hydroalcoolique et la cendre. Évidemment, il s'agit de mesures par rapport à l'aspect Covid et hygiène des mains, mais ceci n'est pas à utiliser dans le cadre d'une brûlure ou de plaie. Alors, si on passe maintenant aux aspects techniques des premiers secours, un certain nombre de gestes de premiers secours seront modifiés et d'autres pas. Alors, commençons tout d'abord par la conduite à tenir face à une personne inconsciente. L'élément majeur est bien sûr de savoir si cette personne inconsciente respire normalement ou ne respire pas. Et la première précaution à prendre est de ne pas s'approcher de sa bouche, car évidemment, le virus eh bien, est dans le cas échéant l'expiration de la victime et l'aérolisation de ce virus pose un problème d'infection qui pourrait se transmettre au sauveteur. Donc, on va laisser pour compte effectivement cette bascule de tête en arrière et la vérification de la ventilation auprès de la bouche de la victime et uniquement se concentrer sur le fait d'observer et ces mouvements doivent être effectivement réguliers et vérifier que cette ventilation lorsque la personne va être une victime qui ne respire pas normalement, voire ne respire pas tout court. Et dans ce domaine, eh bien, la conduite à tenir va être légèrement différente entre si on se trouve en milieu qui est privé, en l'occurrence à la maison, et le cas échéant à l'extérieur. Dans ce domaine, eh bien, la première chose à faire, eh bien, c'est de faire attention à cette
aérolisation, c'est-à-dire cette transmission du virus par voie aérienne. Et pour cela, eh bien, effectivement, il va falloir adapter nos gestes. Tout d'abord, bien sûr, la première chose à faire, c'est d'appeler le service médical d'urgence ou les services adaptés de vos sociétés nationales, de vos pays, en l'occurrence, bien sûr, peut-être un service de proximité. Ensuite, si l'on se trouve dans la rue ou au bureau, c'est-à-dire avec une victime qui n'est pas quelqu'un de notre entourage et que je vais secourir, là, je vais m'abstenir d'effectuer ce que l'on appelle le gold standard de la réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire le bouche à bouche et le massage cardiaque, et je vais me limiter aux compressions thoraciques seules, car évidemment, cela permettra d'abord à la victime d'avoir des chances de survie bien supérieures au fait de ne rien faire, mais bien sûr, également me protégera sur le fait de la transmission du virus vis-à-vis de moi, premier sauveteur. Et bien sûr, là aussi, malgré tout, il faudra de toute façon, a posteriori, se poser la question du contact avec la victime et de suivre les recommandations nationales des personnes contacts victimes de Covid. Enfin, si vous êtes à la maison, en l'occurrence donc dans un environnement où vous partagez tous ensemble les conditions de vie et donc forcément peut-être le virus, ou s'il s'agit d'un enfant ou d'un bébé, dans ce cadre, vous pourrez envisager la pratique du bouche à bouche. Bien sûr, a posteriori, là encore, il faudra, pour ce premier sauveteur, envisager la conduite à tenir des sujets contacts après avoir pratiqué la ventilation par le bouche à bouche. Pour ce qui concerne les premiers secours avancés, ce sont des secouristes avec matériel ou c'est des agents de santé primaires. Dans ce cadre-là, il va falloir évidemment penser tout d'abord à les protéger. Alors les protéger comment? C'est en les protégeant avec des équipements de protection individuelle qui seront forcément différents d'un pays à un autre en fonction de nos moyens. En fonction effectivement de nos possibilités, les sociétés nationales n'ont pas toutes ce matériel, mais deux choses restent les éléments indispensables à cette protection individuelle de nos intervenants secouristes dans nos sociétés nationales à qui nous devons cette protection. C'est le port des gants à usage unique et d'un masque qui peut être chirurgical ou FFP2 en fonction des produits que vous avez. Le masque chirurgical étant le plus simple, le masque FFP2 étant un produit plus élaboré, permettant une meilleure protection par rapport au virus. Ensuite, il y a d'autres produits qui complètent évidemment cette protection individuelle. Il s'agit des lunettes de protection. Déjà, si vous portez des lunettes individuelles, vous êtes partiellement protégé, mais pas complètement, puisque les lunettes de protection, elles protègent également latéralement et au-dessus, et bien sûr, sont supérieures à des lunettes standards. Une charlotte jetable, c'est-à-dire une protection individuelle des cheveux qui va permettre de ne pas recevoir sur ses cheveux éventuellement le virus. Et enfin, une blouse de protection jetable, là encore, si l'on en a à notre disposition. Quelles sont les règles des premiers secours pour ces secouristes avancés, pour ces agents de santé primaires? Il est clair que d'abord la protection. Avant tout, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge doivent les protéger. Ils ne doivent pas être exposés, ou en tout cas le moins possible au virus. Et ça, c'est un élément très important. Deuxièmement, c'est l'utilisation de matériel, si l'on en a, en particulier l'insufflateur manuel, qui représente bien sûr une possibilité de ventiler la victime sans contact avec elle, et bien sûr donc en limitant l'aérolisation du virus, même si elle existe un peu lorsque l'on insuffle avec un ballon auto-remplisseur, mais c'est quelque chose qui permet quand même une limitation de la transmission. Ensuite, l'utilisation des matériels de prise de la température en période de la Covid et en particulier de toute autre maladie transmissible est importante. Cette
cette mesure de la température peut s'effectuer avec soit un thermomètre tympanique avec lequel on va changer les embouts entre chaque patient, entre chaque malade, entre chaque victime, de façon à limiter bien sûr les possibilités de transmission, ou bien utiliser des thermomètres infrarouges. Et là, évidemment, cela reste aussi pour toutes nos activités et évidemment, si l'on en est doté au sein de nos sociétés nationales. Enfin, pour ce qui concerne l'administration d'oxygène, si on utilise cet oxygène avec des masques à haute concentration, afin que les valves soient couvertes et là encore ne permettent pas au virus de sortir, de s'aéroliser et de provoquer une potentielle contamination, on va éventuellement placer un masque chirurgical sur ce masque à haute concentration, ce qui permettra de limiter cette transmission. Enfin, pour ce qui concerne les opérations de sauvetage en général, la première chose, bien sûr, est la protection, comme on vient d'en parler, ces équipements individuels, mais également de planifier en amont avec les intervenants, nos intervenants Croix-Rouge, Croissant-Rouge, de planifier les mesures d'hygiène et la désinfection du matériel pour qu'ils sachent comment effectuer cela. Prendre en considération les symptômes de la Covid dans la première évaluation. Même dans la première évaluation, se poser la question de est-ce une victime potentiellement atteinte de la maladie. Bien sûr, favoriser en tout premier lieu la sécurité individuelle et enfin, désinfecter les véhicules, les lieux de soins, de secours et les matériels avant et après chacune des interventions de façon à ce que, là encore, nos matériels puissent accueillir la victime suivante sans risque de contamination. Enfin, comment être guidé pour effectivement le lavage du matériel et des équipements. Deux, trois recommandations sont là pour nous dire tout d'abord qu'il ne faut pas prendre de risques en secouant éventuellement le linge sale, car évidemment cela disperse et de nouveau aérolise le virus dans l'air et peut provoquer une contamination. Deuxièmement, de renfermer ces vêtements, si on ne peut pas immédiatement les laver, les renfermer dans un sac jetable, ce qui nous permettra de les emmener dans l'endroit où effectivement on les lavera. Et enfin, justement, les laver en utilisant une eau la plus chaude possible. En l'occurrence, la recommandation est de 60 degrés pendant au moins 30 minutes, ce qui permet effectivement à ce moment-là d'éviter la contamination virale lorsque on va reprendre ces vêtements lavés et les remettre. Une chose qui reste très importante après tous ces éléments techniques, ce sont bien sûr les premiers secours psychologiques et c'est un élément qui devrait être intégré à chaque geste technique. Je laisse pour cela la parole à Diane. Secouriste, il est très important de parler à ses proches, les membres de la famille ou des collègues bénévoles, personnels de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Protéger les soignants qui sont en première ligne en les encourageant à faire des pauses, en organisant une rotation des équipes et en gardant à l'esprit les facteurs de protection sans oublier que l'impact sur ces soignants Diane, peux-tu réactiver ton micro, s'il te plaît? Oui, tu es coupé. Voilà. C'est fait. Du coup, slide suivante. Pour l'aspect formation au premier secours du grand public. Alors, une question importante, est-ce que ma société nationale peut continuer à organiser des séances de formation ou de sensibilisation au premier secours, sachant qu'on a en plus notre journée mondiale des premiers secours, pour rappel, le 12 septembre. Donc, ce sera un moment de rencontre éventuellement avec le public
selon les choix qui seront faits par votre société nationale. Il est très important de regarder évidemment le contexte dans votre pays. Mais il faut essayer de réduire le nombre d'apprenants par classe. Si c'est possible, faire la formation en plein air, car le virus se propage beaucoup moins en plein air. Faire une désinfection du matériel à chaque participant. Si un matériel est utilisé par plusieurs participants, évidemment, bien désinfecter à chaque fois. Penser à la distanciation sociale. Une pédagogie qui peut être différente, c'est-à-dire par rapport à l'enseignement à distance. Donc, on conseille de faire des formations mixtes si c'est possible, c'est-à-dire une partie à distance, une partie en face à face pour la pratique qu'il faut tout de même garder. Et évidemment, tout cela va vous demander une planification et une préparation un petit peu différentes pour pouvoir s'adapter. Du coup, Alors, oui, c'est toi. Oui, et donc effectivement, il va falloir en résumé prendre en compte un certain nombre de choses, mais en tout cas promouvoir largement au niveau de nos sociétés nationales les cours à distance. Ces cours à distance, ils peuvent être complets si on est en pleine période pandémique, ce qui existe encore pour certaines de nos sociétés nationales, les 192, et que évidemment, eh bien, c'est la seule solution à l'heure actuelle. Mais bien sûr, l'enseignement mixte également, et qui est développé déjà depuis plusieurs années par certaines de nos sociétés nationales, mais qui est développé de plus en plus par d'autres, et qui va permettre bien de mixer cette formation et de donner des composantes de connaissances, d'abord de manière théorique et si possible la plus interactive possible via l'ordinateur, et puis ensuite se compléter par un face-à-face pédagogique qui s'effectuera soit très rapidement après la formation à distance, peut-être bien plus à distance si on est en situation pandémique, où là, il faudra encore attendre pour avoir ces premières rencontres en face-à-face. Respecter les mesures sanitaires et les règles de distance physique était réellement le plus important lors des formations, et nous en parlions dans le WebEx précédent en anglais. Il est vrai que c'est un effort qui est fait par les sociétés nationales, c'est de préparer de manière beaucoup plus importante les salles de cours comparé à ce que l'on fait habituellement hors période pandémique, et donc de réfléchir en fonction des lieux où l'on va faire ce cours, de comment essayer de respecter le plus cette distance physique. Enfin, bien sûr, augmenter la protection des formateurs si l'activité ne permet pas de respecter la distance physique. C'est le cas parfois, bien sûr, des formations d'équipe qui vont nécessiter des gestes en commun, des prises en charge à plusieurs dans ces formations de secourisme avancé. Et bien sûr, dans ce cas-là, il faudra, si possible, équiper et les formateurs et les participants d'un minimum de choses qui vont limiter ces risques d'infection, en particulier au moins le masque et gants, ce qui va quand même nécessiter une préparation et un investissement de la part de la société nationale. Ce n'est pas possible partout, mais en tout cas, ça fait partie des recommandations que nous avons édictées dans un guide dont nous allons vous parler juste après. Donc, les points importants pour résumer et terminer cette première partie de cet échange ensemble, c'est tout d'abord la nécessité de suivre les réglementations nationales. Le Centre mondial des premiers secours édite en général des documents, que ce soit les recommandations internationales de la Fédération en matière de premiers secours, des guides également à destination de publics cibles, ou un guide à utiliser pour cette période pandémique, mais elles ne peuvent prévaloir les réglementations nationales. Donc, il est important pour vous, au sein de votre société nationale, que de prendre connaissance de cette réglementation nationale et d'essayer de vous y conformer premièrement, et puis peut-être
d'y ajouter certaines recommandations que vous trouverez au sein du guide émis par le centre. C'est vrai que on se doit de poursuivre nos formations en la matière parce que eh bien, la Croix-Rouge, le Croissant Rouge doit continuer son activité bien que eh bien, nous soyons en période épidémique. Donc, il faut essayer de le faire au mieux et bien sûr d'assurer eh bien, et de rappeler tant à nos formateurs mais qu'aux participants que le lavage des mains est l'élément central et essentiel de l'hygiène, y compris lors des formations aux premiers secours. Enfin, bien sûr, eh bien, lorsque c'est possible, et peut importer un équipement personnel individuel complet si l'on veut réellement se protéger lors des formations d'équipe, par exemple, parce que, eh bien sûr, c'est la meilleure méthode pour ne pas s'exposer au virus. Le Centre mondial a donc préparé différents outils. Des outils pour les enfants avec notre ami Bilou le casse-cou qui est confronté au virus, mais aussi des outils pour les adultes. Tous ces outils sont disponibles en fait sur le site du Centre de préparation à la catastrophe de la Croix-Rouge américaine, puisque la fédération a décidé de rassembler tout type d'informations liées à la Covid, quelle que soit la thématique, c'est-à-dire l'eau et l'assainissement, le soutien psychologique, les premiers secours, la préparation à la catastrophe, sur une page qui est donc qu'on vous indiquera. Et donc là, vous pouvez retrouver différentes ressources. Il y a des choses qui sont postées également sur notre Facebook et nous proposons aussi des cours en ligne pour les adultes, les enfants, concernant les enfants et concernant les personnes âgées. Slide suivante, Pascal. Donc, vous avez plusieurs plateformes. Alors, la plateforme du Centre de préparation à la catastrophe, les documents se trouvent dans le Help Desk Santé. Il y a aussi la Go Plateforme. Il y a donc plusieurs moyens d'accéder à l'information. Vous pouvez nous écrire à first.aid@aifersi.org pour toute question. Nous allons envoyer donc cet après-midi cette présentation PowerPoint ainsi que le guide d'une vingtaine de pages où vous trouverez encore plus de questions sur les techniques, comment on gère les hémorragies, comment on gère un arrêt cardiaque en période de Covid, mais également des indications sur l'aspect pédagogique, ainsi qu'un PPT qui est utilisable pour présenter à vos formateurs, un petit peu comme nous venons de le faire maintenant, de présenter à tous les formateurs ce qu'il faut faire et les points d'attention. Du coup, je pense que maintenant, nous allons passer aux questions. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans le chat. Sinon, vous pouvez également lever la main. Alors, il y avait déjà une première demande, mais tu as répondu effectivement de nos amis de Madagascar. Donc, vous avez, rassurez-vous, l'opportunité de télécharger, enfin de recevoir la présentation et le guide, et également tout autre type d'aide en nous écrivant sur le mail qui apparaît sur cette diapositive. Donc n'hésitez pas, mais de toute façon vous allez recevoir ce guide via notre circuit habituel. Donc ça, c'était une première question qui nous venait de Madagascar. Alors, nous vous laissons lever la main et prendre la parole pour ceux que ça intéresse et qui ont des interrogations. La première question est toujours la plus difficile. Personne, tout le monde est quoi? Sur le chat, je n'ai pas vu de questions non plus. Alors comme vous, on peut peut-être reprendre des questions qui sont ressorties dans le chat en anglais. Donc, beaucoup se demandaient, est-ce que c'est suffisant en cas d'arrêt cardiaque d'utiliser seulement nos mains et de ne pas faire d'insufflation? Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et
et qui revient même d'ailleurs pendant les périodes habituelles de formation au premier secours hors période pandémique ou épidémique, c'est bien sûr la science qui finalement nous le répond, c'est que on voit que sur le plan chances de survie, eh bien les chances de survie sont multipliées lorsque eh bien on effectue une réanimation cardio-pulmonaire par compression thoracique isolée comparé à bien sûr ne rien faire. Par contre, il faut conserver dans l'idée qu'en période habituelle, c'est-à-dire hors épidémie, eh bien, il est clair que nous allons utiliser ce que l'on appelle le gold standard, c'est-à-dire le bouche à bouche et le massage cardiaque, qui sont, eh bien, effectivement, les règles de base pour faire la réanimation cardio-pulmonaire. Donc, effectivement, ne mélangeons pas les choses. Nous ne disons pas qu'il faut faire un massage cardiaque avec compression thoracique seule dans tous les cas, mais il faut le faire effectivement quand il y a ce risque épidémique, à l'exception, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'endroit familial où là on peut utiliser le bouche à bouche ou le cas échéant s'il s'agit d'un arrêt cardiaque chez l'enfant. Une autre question qu'on avait eue, c'était l'hémorragie est beaucoup ressortie en fait dans l'autre Webex aussi. Donc du coup, est-ce qu'il faut avoir une attitude différente? Comment on procède si on se retrouve face à quelqu'un qui fait une hémorragie? Alors là également, on a une autre question concernant la PLS également. Je viens de la voir apparaître sur le chat. Donc d'abord les hémorragies. Le virus de la Covid-19 n'est pas transmissible par le sang, et donc la conduite à tenir que l'on donne aux participants est exactement la même, à savoir se protéger face à toutes les maladies infectieuses transmissibles par le sang. Et donc, c'est évidemment pour le grand public, eh bien, l'usage de gants, qui n'est pas vraiment une réalité lorsque l'on est seul et qu'on est premier intervenant, mais plutôt un sac plastique ou voire des linges si l'on doit arrêter l'hémorragie, voire demander à la victime elle-même d'appuyer sur le lieu hémorragique si sur le plan psychologique, elle en est capable. Donc ça, c'est bien pour éviter toute autre maladie infectieuse transmissible par le sang, et ce n'est pas un geste particulièrement adapté pour ce qui concerne la Covid. Concernant la mise sur le côté, la position latérale de sécurité, il est clair que, bien sûr, les premiers gestes sont le fait de vérifier si une victime inconsciente et qu'elle respire. Donc, on revient sur cette question aux premières diapositives dont on parlait lorsque on vérifiait cette respiration. Donc, on ne fait que vérifier que la respiration est normale au niveau du ventre et du thorax, et l'on ne se penche pas au niveau de la bouche de la victime pour essayer de sentir ou d'avoir une certitude quant à cette respiration. Donc surtout pas de contact avec cette victime au niveau ventilatoire. Ensuite, la question est très bonne concernant la position latérale de sécurité en période épidémique. C'est devons-nous la mettre sur le côté, puisque bien sûr, dans ce cadre, le contact est majeur. La réponse, elle est effectivement variable en fonction des pays dans lesquels nous sommes, puisque si l'on a la possibilité d'avoir un service d'urgence médicalisé au téléphone, on s'empressera d'appeler immédiatement et de demander les gestes à faire. Il sera ensuite décidé par les professionnels de santé que vous aurez au téléphone de mettre ou non cette victime sur le côté. En effet, le risque, c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, et de ce fait, peut-être que la conduite à tenir sera différente d'un pays à un autre, parce que le risque de contact est majeur. Dans le cadre évidemment d'un secourisme avancé, il n'en est pas de même, puisque dans ce cadre, on peut espérer que nos volontaires Croix-Rouge, Croissant-Rouge seront protégés. Et dans ce cadre, bien sûr, s'ils sont protégés, ils mettront la victime sur le côté, et surtout, feront
un suivi de la respiration, une surveillance de la respiration, je ne saurais pas mon mot en français là, une surveillance de la respiration de manière constante, ce d'autant que s'il s'agit d'une victime de la Covid. Donc c'est vrai que là, notre conduite à tenir pour certains gestes s'adapte pour partie, c'est le cas de la personne inconsciente et qui respire normalement. C'est le cas de la personne inconsciente qui ne respire pas normalement. Par contre, eh bien, pour ce qui concerne les hémorragies, par exemple, eh bien, la conduite à tenir, elle, n'évolue pas. Du coup, Pascal, on a aussi une question concernant l'étouffement et les brûlures. Alors, tout dépend. Alors, pour ce qui concerne les brûlures, c'est la même réponse que les hémorragies. Donc, il s'avère que effectivement, on ne change pas notre conduite à tenir, car il n'y a pas de transmission de la Covid, eh bien, par effectivement je dirais la proximité d'une brûlure. Donc ça ne pose pas de problème. Concernant la désobstruction des voies aériennes, deux choses. On peut distinguer l'enseignement et la réalité. Pour ce qui concerne l'enseignement, il est recommandé de décrire le geste et de ne pas avoir de contact entre les participants. Donc le formateur va décrire le geste, va même peut-être le céder de moyens pédagogiques, d'une vidéo ou de poster, et de montrer l'étape dans le dos suivi des compressions thoraciques, des compressions abdominales. Ça, ce sera pendant la période de formation, et ensuite, les participants montreront s'ils ont bien compris, d'abord sur eux-mêmes pour ce qui concerne les compressions au niveau abdominal, au creux de l'estomac. Par contre, bien sûr, au niveau des tapes dans le dos, il n'y aura pas de pratique des tapes dans le dos. Ça, c'est la période pandémique dans une société nationale et l'enseignement face à face pédagogique de ce geste. Et pour ce qui concerne la réalité, c'est la réalité qui va être applicable par rapport à l'endroit où on se trouve. On sait très bien que là encore, si on est dans un milieu familial et l'obstruction des voies aériennes survient quand même, on se rappelle pendant des moments, entre autres, de repas, ou lorsque ça arrive chez le tout petit, à des moments où on laisse les enfants sans surveillance et ils obstruent leurs voies respiratoires, soit avec un corps étranger, soit avec, pourquoi pas, des fruits secs. Dans ce cadre-là, bien sûr, on pratique la même conduite à tenir qu'on en a l'habitude, c'est-à-dire tape dans le dos, puis compressions abdominales au creux de l'estomac. Et puis, en ce qui concerne l'obstruction des voies aériennes en milieu, je dirais, étranger, où là où on intervient sur une victime que l'on ne connaît pas et qui est à l'extérieur. Là, il faut considérer le fait de la prise de risque et il appartient au sauveteur de décider. Bien sûr, la meilleure décision est malgré tout dans ce cas d'effectuer le geste et ensuite de considérer que l'on a été personne contact et bien sûr de surveiller conformément aux recommandations nationales que vous avez au sein de vos pays, de se conformer à la surveillance de votre état de santé dans les jours qui suivent le geste, puisque vous avez été en contact étroit avec la victime, même si ces gestes sont quand même plutôt postérieurs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas face à la victime, on est sur le côté, on tape dans le dos, donc l'aérolisation du virus est faible, mais il y a un risque, on a été en contact proche de la victime. Quant à l'appui abdominal, il en est de même, nous sommes derrière, donc là encore, l'aérolisation du virus est faible, le risque est faible, mais il existe et de ce fait, il faudra là encore se considérer comme une personne contact d'une victime et se conformer à la prudence donnée par les gouvernements nationaux quant aux personnes contact. Du coup, une autre question concernant une personne qui a un problème respiratoire. Donc, on l'a un petit peu vu déjà, mais on a à nouveau la question. Excuse-moi, tu peux répéter la question ? Comment s'occuper d'une personne qui a un problème respiratoire ?
Alors, tout dépend de ce que c'est qu'un problème respiratoire. S'il s'agit en fait d'une gêne respiratoire, on demandera à la personne de se mettre dans la position dans laquelle elle se trouve le mieux, à savoir très souvent en position semi-assise, de façon à libérer un petit peu sa respiration, et puis on la mettra, si possible, à l'air, de façon à ce que, eh bien, elle respire mieux. Donc là, il y aura une vraie participation de la victime en la matière. S'il s'agit d'un problème respiratoire issu d'une situation, tout à l'heure, nous avons parlé dans le module anglophone des noyés. Bien sûr, la cause de l'arrêt cardiaque est là est ventilatoire, puisque c'est un problème d'oxygène qui n'arrivait plus à cause de l'eau au niveau de la victime. Là, dans ce cadre-là, évidemment, la ventilation est quelque chose d'important à pratiquer. C'est donc évidemment une notion de risque majeur lorsque l'on est face à des personnes qu'on ne connaît pas en période pandémique. Le reste des problèmes respiratoires, s'il s'agit de crise d'asthme ou d'autres, elles ne subissent pas, je dirais, de modifications. On aide la victime à prendre ses médicaments si elle les a. On la met en position d'attente la meilleure qu'elle pense avoir. Et ensuite, et bien sûr, on essaye de prendre contact avec les secours médicaux si on les a dans son pays. Je vois qu'il y a une question concernant la traumatologie, alors on peut parler de l'accident, on peut parler effectivement d'une chute simplement, c'est-à-dire en tout cas l'atteinte de la colonne vertébrale qui ne peut être que suspectée, mais qui n'est jamais certaine. Et bien là, dans ce cadre-là, là encore, eh bien, on va, pour ce qui concerne le grand public, il n'y a pas grande différence puisque on dit effectivement qu'on demande à la victime essentiellement de ne pas bouger. Le maintien de tête, dans ce cas-là, comme vous l'imaginez, amène une proximité entre les voies respiratoires de la victime et le sauveteur. Donc, c'est plutôt déconseillé et que dans ce cadre-là, il faut appeler effectivement les secours qui vont donner des conseils allant de sacs éventuellement de sable, comme certaines études ont montré, pour stabiliser simplement la victime, si vraiment les secours mettent beaucoup de temps à arriver. Très souvent, pour ce qui est du grand public, on ne fera rien, on attendra l'arrivée des secours en demandant à la victime de ne pas bouger. Pour ce qui concerne les secours avancés, on utilisera comme il est proposé dans le chat, un collier cervical, mais là aussi, et les recommandations 2020 vont un petit peu modifier l'utilisation de ces colliers cervicaux et en réduire l'utilisation un petit peu. Néanmoins, on peut à l'heure actuelle donc suivre ces recommandations habituelles en matière d'immobilisation du rachis cervical, mais là encore, on devient, si l'on n'est pas protégé, on devient un sujet contact. Si on est équipier secouriste ou si on est intervenant de soins de santé primaire, en Afrique par exemple, eh bien, on se doit de se protéger avant, si possible à minima, avec des gants et un masque, avant de poser le matériel d'immobilisation. Du coup, on nous demande s'il y a une technique particulière pour aller chercher un noyé. Est-ce qu'il y a la protection individuelle spéciale à prévoir, sachant qu'un contact physique a forcément lieu? Alors là, ça dépend évidemment des pays où la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge est impliquée au niveau des secours nautiques, puisque bien sûr, eh bien, si la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge est impliqué au niveau des secours nautiques avec ses volontaires se doivent d'être équipés de protection. Donc là, dans ce cadre-là, eh bien, ils vont peu modifier leur technique, à l'exception près, c'est que comme un masque n'est protecteur que lorsqu'il est sec, il est évidemment très important de changer de masque si jamais lors des techniques d'extraction de la victime de l'eau, eh bien, ce masque venait à être mouillé, le masque du sauveteur. Eh bien, dans ce cadre-là, il faudra évidemment en changer de façon à être protégé parfaitement.
Pour ce qui concerne la ventilation, je n'y reviens pas. C'est là aussi, en général, eh bien, comme on peut considérer que c'est un secours avancé. Eh bien, dans ce cadre, la ventilation au masque, l'oxygénation fait comme dit précédemment, et le massage cardiaque avec les compressions thoraciques sera pratiqué comme à l'habitude. On nous demande également comment entretenir le matériel en cette période de Covid. Alors le matériel, tout dépend là encore sur le plan national, ce que vous avez à disposition. En fonction des pays, il faut utiliser les produits recommandés par votre société nationale si ce sont des produits je dirais, de laboratoire pharmaceutique. Si bien sûr nos moyens financiers ne sont pas suffisants pour acheter des produits de la part de l'industrie pharmaceutique qui parfois sont onéreux dans certains pays. Le nettoyage à l'eau et avec de l'eau de Javel est déjà une première chose efficace, tant pour ce qui concerne les véhicules que bien sûr les postes de secours. Cela permet un nettoyage à minima, ainsi que bien sûr du brancard ou eh bien des autres matériels qui auront été touchés par la victime. Donc on nous redemande les supports. Bien sûr, vous aurez les supports, comme on l'a dit. Ils seront disponibles par email, sur Facebook. Donc on vous enverra tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à lever la main si on est passé à côté de votre question dans le chat. N'hésitez pas à nous dire ou à nous faire part de votre expérience personnelle au sein de votre société nationale. C'est avec plaisir qu'on l'entendra. « 12h49. Alors je vois qu'il y a, je ne sais pas si, en fait, cette question revient un petit peu en matière de noyade. Faudrait-il se limiter au massage cardiaque? Si l'on est premier intervenant, oui, parce que on est en période effectivement de Covid dans nos pays. Si l'on est un équipier secouriste ou un intervenant secouriste de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et que l'on est équipé, on effectue à ce moment-là une ventilation au masque et les appuis thoraciques. C'est tout à fait possible si vos moyens vous le permettent. Alors, les chlorés, les solutions chlorées, là on a également une petite remarque de Boris concernant les solutions chlorées pour l'entretien du matériel. L'alcool peut-il suffire? Si on n'a que ça, oui, bien sûr. Si c'est déjà très efficace. Ça dépend bien sûr quels sont les types de matériel, parce qu'il y en a certains qui souffriront un peu de l'alcoolisation, mais en particulier certains plastiques. Mais sinon, vous pouvez bien sûr utiliser le matériel de nettoyage et de désinfection que vous avez habituellement, de façon à améliorer encore la sécurité de vos volontaires et des personnes que vous prendrez en charge. On nous demande également quelle est la conduite à tenir. Donc là, c'est Covid ou pas Covid, c'est la même chose. Mais si on rentre en contact avec le sang de la victime malgré les précautions prises. Alors là, donc je vous le disais, la Covid n'est pas transmissible par le sang. Donc il est clair que le sang ne représente pas un problème majeur pour la Covid. Par contre, il est un problème majeur pour toutes les activités de premier secours. Il est clair que l'on doit suivre les recommandations de nos sociétés nationales et surtout de nos autorités de santé au niveau national face aux accidents de contact avec le sang, en fonction un petit peu des recommandations qui existent dans vos pays. Certains pays font
des prélèvements en ce qui concerne les professionnels de santé qui ont été exposés de manière importante à un accident d'exposition virale au sang, donc du sang. Donc ça, cela va dépendre beaucoup de vos recommandations des autorités de santé. Ça peut aller de prise de sang, de façon à ce que, eh bien, on fasse une première prise de sang, puis à quelques mois plus tard, une seconde prise de sang pour voir si effectivement le risque, par exemple, d'exposition au HIV, eh bien, n'a pas exposé notre volontaire à cette maladie. Il en est de même, il peut en être de même pour l'hépatite. En partie virale B, bien sûr. Et dans ce cadre-là, bien sûr, je vous conseille de vous rapprocher des recommandations des autorités de santé de vos pays, de façon à ce que, eh bien, à les suivre et d'assurer la sécurité de nos volontaires, qui est notre première préoccupation. Donc, on demande si le bouche à bouche est totalement abandonné ou pas par rapport au risque Covid. Non, non, là encore, la réponse est simple. C'est que pour les recommandations 2020 qui paraîtront en fin d'année, pour certaines, pour d'autres, aux alentours pour d'autres sociétés, pour d'autres organismes que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge peut-être en 2021, la réanimation cardiopulmonaire est toujours considérée comme faite avec du bouche à bouche et un massage cardiaque pour ce qui concerne le gold standard, comme on dit, vraiment la manière la plus importante et la plus efficace de le faire, car les chances de survie sont les plus importantes lorsque l'on pratique la ventilation et le massage cardiaque, soit par bouche à bouche ou par ventilation avec matériel. Et donc le bouche à bouche n'est pas abandonné. Par contre, concernant les périodes épidémiques et pandémiques, dont la Covid est le premier exemple aujourd'hui, eh bien oui, on déconseille formellement le bouche à bouche face à une victime en arrêt cardiaque, ça c'est clair. C'est clairement exprimé de la part de toutes les sociétés savantes et nous l'avons repris au sein de notre guide au niveau du Centre mondial de référence des premiers secours. Également, est-ce qu'il y a une préparation en dehors de la désinfection spéciale pour l'ambulance? En dehors de la désinfection dont nous avons déjà beaucoup parlé? Alors, il y a le lavage avant, après la prise en charge des victimes. Il est clair ensuite qu'il y a l'aération de l'ambulance également. Et ensuite, eh bien, il faut suivre le cas échéant les recommandations nationales. Par contre, il faut faire attention à tout matériel qui aura été potentiellement contaminé au sein de cette ambulance, qui ont été utilisés pour la victime. Voilà en fait, et ceci le faire avant et après la prise en charge et avant et après la mission elle-même, bien sûr, puisque eh bien on aura effectivement à prendre toutes ces précautions dans ces périodes qui sont particulièrement difficiles. Alors, on nous pose une question législative. En tant que secouriste, je suis témoin d'un accident, mais je n'ai pas de quoi me protéger. Est-ce que la loi sera contre moi si je n'ai pas porté assistance? Alors, c'est une question extrêmement intéressante. Nous avons au sein du Centre mondial fait une étude sur ce que l'on appelle la loi du bon samaritain, grâce à l'aide d'un cabinet international d'avocats. Là, eh bien, je vous renvoie à votre loi au niveau national. Il est clair que chaque pays, effectivement, a des niveaux de législation différents. Certains pays, eh bien, n'obligent simplement à porter secours au minimum et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens. Donc, vous ne pouvez pas être incriminé en la matière. Par contre, d'autres pays sont un petit peu moins protecteurs, pardon. Donc là, je vous renvoie, et on connaît très bien cette situation vis-à-vis de cette loi dite du bon samaritain, eh bien, vers vos législations nationales, car beaucoup, eh bien, protègent le sauveteur. Quelques endroits, effectivement, on pourrait dire que certains pourraient être accusés de ne
pas porter secours, donc et peut-être être ennuyé sur un plan légal. Mais hélas, je n'ai pas une réponse qui serait applicable au niveau mondial, puisque l'état actuel de la comparaison des systèmes que nous avons effectués montre de très grandes différences. Alors, le docteur Omar nous demande comment procéder pour les techniques lors de la formation de premier secours. Donc, on va vous envoyer un guide qui comporte une vingtaine de pages, donc un guide assez complet où on vous parle à la fois de comment gérer certaines techniques, est-ce qu'on pratique ou pas, par exemple, dans le cadre de la RCP, on va éviter de pratiquer le bouche à bouche. En cas d'étouffement, on va éviter les tapes dans le dos sur un des participants pour faire la pratique. Donc, vous recevrez ce document d'une vingtaine de pages où vous avez normalement toutes les informations. Voilà, il est 13 heures, nous sommes extrêmement ponctuels, nous avons commencé à 12, donc à moins d'une dernière question qui surgirait, premièrement, je veux vous remercier de votre participation active, et ça c'est très important. Nous continuerons au niveau du Centre mondial à effectuer ce genre d'échanges de WebEx qui seront thématiques, qui à chaque fois aborderont des problèmes spécifiques. Celui du Covid aujourd'hui était un élément extrêmement important. Donc, nous sommes à votre écoute. Soyez prudents pour vous, pour vos proches, pour vos volontaires. C'est vraiment ce que l'on peut vous souhaiter de mieux en cette période qui commence à être pour l'hémisphère nord estival, mais hivernal pour notre hémisphère sud. Et prenez soin de vous et rendez-vous à notre prochain WebEx que nous organiserons et dont nous vous ferons part, bien sûr, en temps et en heure. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup et merci beaucoup pour le centre pour cette opportunité. On est à l'écoute pour la suite. Merci. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup pour vraiment l'initiative que le Centre mondial a dû prendre. En tout cas, c'est un plaisir et que nous continuons toujours comme ça. Merci. Nous aider à renforcer nos capacités.